Ici Marie-Claude Lavallée, bonjour à tous et à toutes. C'est avec plaisir que j'ai accepté d'animer cette portion des assises de l'UMQ. Une étape essentielle qui va sans doute vous surprendre parfois, vous inquiéter peut-être, mais surtout vous inciter à trouver des nouvelles façons de faire, ça c'est clair. On est maintenant à quelques mois des élections et je pense que vous êtes tous conscients et conscientes que cette élection du 7 novembre ne sera pas comme les autres. La crise sanitaire qui nous secoue tous et toutes depuis plus d'un an maintenant va certainement contribuer à orienter les décisions que vous devrez prendre comme dirigeant municipal. Cette crise sanitaire, vous le savez, a créé un climat qui nous a tous forcés à revoir nos priorités, nos préoccupations. Personne ne fait exception à cette règle. À 6 mois des élections, donc, quelle est l'humeur de l'électeur? Quelles sont ses attentes? L'UMQ a commandé pour vous à la plus grande firme de sondage, la firme Léger, un sondage qui décortique de façon détaillée les préoccupations, les espoirs post-pandémie de vos citoyens. Environnement, relance économique, dynamisme commercial, achat local, c'est très vaste et très révélateur comme étude. Mais je m'arrête tout de suite. Je vais plutôt laisser le président de la firme Léger, M. Jean-Marc Léger, vous présenter les résultats de ce sondage qui a été effectué, c'est important de le dire, dans tous les coins du Québec. À noter que M. Léger répondra à vos questions écrites à la fin de la brève entrevue que je ferai avec lui à la fin de sa présentation. Présentation qui sera disponible pour vous tous et toutes à la fin de la journée. Monsieur Léger. Marie-Claude, ça fait tellement plaisir d'être avec toi. Et ça me fait grand plaisir, moi aussi. Écoutez, on a beaucoup d'éléments qu'on veut partager avec vous aujourd'hui, ce qu'on appelle les 6 cordes sensibles, les 6 clés pour gagner la prochaine élection. Essentiellement, c'est ça. D'ailleurs, j'ai les résultats électoraux avec moi. Non, personne ne peut prédire l'avenir. Vous savez, j'ai assez d'expérience, ça fait 35 ans que je fais ce métier-là. Chaque élection a son histoire. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui, voici ce qui va se passer en novembre prochain, personne ne peut le savoir. On ne peut pas prédire l'avenir. Par contre, on peut le créer. Et c'est ce que je vous convie aujourd'hui, vous expliquer dans le fond quels sont les 6 éléments avec lesquels vous devez composer pour être certain que l'électeur vous comprenne, que l'électeur, vous soyez capable de le convaincre. Vous savez, quand on a des problèmes comme on a aujourd'hui, de la pandémie notamment, il faut être capable de s'adapter aux nouvelles réalités. Et c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Commençons par une première page, la méthodologie, la page ennuyante de la présentation. Essentiellement 2 éléments. Le sondage est très récent, réalisé fin mars, début avril, pour avoir le pouls du citoyen à ce moment-ci. Et la marge d'erreur, 2,2 %. Donc, forcément, c'est plus ou moins 2,2 % les données qu'on vous présente, mais les résultats sont tellement clairs, là, on n'a pas besoin de se préoccuper de ceci. Allons directement au premier propos sur la pandémie avant de commencer à présenter les résultats de sondage. S'il y avait une idée que j'aimerais vous reteniez sur l'impact de la pandémie sur les citoyens ou sur la société, c'est celle-ci. Ce que la pandémie a créé, c'est un bond en avant de 5 ans de la société. Elle n'a pas créé de nouvelles tendances, elle ne fait qu'accélérer des tendances existantes. Qu'on parle d'utilisation des nouvelles technologies ou l'achat numérique, qu'on parle de télétravail, qu'on parle de l'importance du santé, de l'équilibre entre le travail et la maison, qu'on parle de l'éco-responsabilité, de l'équité, de l'inclusivité, du communautarisme. Toutes ces questions-là existaient avant. Aujourd'hui, ils prennent de plus en plus d'importance. Fait que voyez le Québec comme, même s'il est sur pause, a fait un bond en avant. Premier élément. Deuxième élément, on réalise, nous, à chaque semaine des sondages, vous pouvez les retrouver sur le site Internet, sur l'impact de la crise. C'est gratuit, vous pouvez avoir accès directement à nos sondages qui sont faits à travers le Canada et aux États-Unis pour se comparer. Cette donnée-là vous donne un peu le climat d'aujourd'hui. On a demandé aux Québécois, est-ce que le pire est derrière nous? 31 % pensent que oui. Nous vivons actuellement le pire de la crise, 41 et 17 % le pire est encore à venir. Ça, c'est un résultat pour le Québec. Parce que le Québec est beaucoup plus optimiste que le reste du Canada. Vous voyez, le 31 % ici, dans le reste du Canada, c'est 17 %. Donc, pour le Québec, on sort de la crise plus rapidement. D'ailleurs, il y a de plus en plus de pression sur les élus pour éliminer toutes les restrictions. Et ça, il va falloir composer avec ça au cours des prochaines semaines parce qu'il y a des gens qui sont frustrés actuellement des restrictions, particulièrement les jeunes. Je vous donne une petite statistique, 33 % des jeunes, le tiers, un jeune sur 3, a des problèmes de santé mentale en sortant de cette pandémie. Forcément, il y a une pression énorme sur les élus pour retourner à la vie normale. Ça, c'est le climat autour. Allons directement au sondage. Et avant de commencer, j'ai une première réflexion pour vous. Un bon maire est capable d'entendre ce qui n'est pas dit. Bon,
C'est simple, là. Mais derrière ça, ce que ça veut dire, c'est que souvent, l'information que vous avez, c'est l'information de votre entourage qui explique comment vous êtes bon, vous êtes compétent, ce que vous avez fait au cours des 4 dernières années, si vous êtes formidable. C'est vrai pour la majorité des maires, la grande majorité. Mais il y a aussi d'autres citoyens qui s'expriment, souvent dans des réseaux parallèles, pas juste les médias sociaux. Et en bout de ligne, là, cette information-là, il faut être capable de l'écouter. C'est ce que je vous convie aujourd'hui. Commençons par la première. La satisfaction, elle est très élevée. Le préjugé favorable est là à l'égard des élus municipaux. Regardez les taux qui sont là. 49 % c'est le taux de satisfaction au gouvernement fédéral. Additionnez les deux premières colonnes, 12 plus 37, ça me donne mon 49 % de satisfaction. Au provincial, un taux de satisfaction exceptionnel à 70 %. On a maintenu ce taux-là au Québec, alors que dans le reste du Canada, ça s'est effondré autour de 30 à 35 %. Mais au niveau du municipal, 89 % de taux de satisfaction sur la manière qu'a été gérée la pandémie dans les municipalités du Québec. C'est extraordinaire. 89 %, c'est presque du jamais vu, et surtout que ça se maintient depuis 14 mois. Donc, il y a un élan de solidarité qui est là durant la pandémie. Est-ce que cet élan-là va rester? Probablement pas. Et c'est de ça que je vais vous entretenir aujourd'hui, et ça vaut la peine que vous preniez des notes sur ce que je vais vous présenter. La moyenne de satisfaction quant aux services rendus par la municipalité est à 7 sur 10 en moyenne dans les municipalités. Elle était de 7,3 en 2020. Regardez par contre des différences en fonction de la grandeur de la ville. Chaque maire ou chaque élu habite dans une ville avec un certain nombre d'habitants. Là où on est le plus satisfait, c'est les villes moyennes, de 25 à 50 000 habitants. Et là où on est le moins satisfait, c'est les plus petites villes. Vous allez voir pourquoi je vous présente ça. Ça aura un impact sur la conclusion de cette présentation. On poursuit. La relance économique est la première préoccupation des gens. C'est important parce que c'est transversal. Oui, on parle d'environnement. Oui, on parle de qualité de vie, d'espace vert, de transport. Tous les autres enjeux sont là. Vous allez voir, on va les mettre en ordre. Mais le citoyen, à la sortie de la pandémie, est préoccupé par l'argent qu'il a dans ses poches, par l'impôt qu'il paye, par le travail qu'il peut perdre et par le fait qu'il est très endetté comme citoyen. Oui, il a mis un peu d'argent de côté, mais il s'est mis à le dépenser. Et la pression financière est forte. Et donc, quand il regarde les élus municipaux, ils vous regardent à travers le prisme de la relance économique. Et pour eux, le maire, c'est plus qu'un maire. Hein? Vous êtes responsable de tout, de ce qui se passe des hôpitaux, s'il y a un travail, si les routes, même si c'est une route principale, une autoroute, ils pensent que c'est le maire qui est responsable de ça. Parce que vous êtes le gouvernement de proximité. Sa préoccupation à la prochaine élection, elle est économique. Il faut être capable de parler d'économie avec les gens. Alors, voyez ici, de relancer l'économie locale est le premier, réduire les taxes. Donc, les deux facteurs économiques se ramassent 51 % de la préoccupation des électeurs. Vous devez avoir un discours économique articulé. On va revenir là-dessus. Vous voyez, l'environnement, qui est très important aussi, est au 4e rang, à 14 %. Donc, deuxième facteur, quand on parle d'économie, il y a un des éléments, et ça, je mesure ça à travers les municipalités du Québec, j'en fais plus de centaines par année de sondages. L'achat local est un enjeu majeur que vous devriez maîtriser. Favoriser l'achat local à la municipalité, c'est fondamental. De mettre en place les infrastructures pour permettre l'achat local est aussi fondamental. Donc, si j'étais maire aujourd'hui, je vais me faire élire, c'est certain que je parlerais d'économie, mais je parlerais aussi de l'achat local dans ce programme électoral-là, parce que là, vous rejoignez les gens. Regardez la statistique suivante. On fait une étude qu'on appelle l'étude bleue chez Léger pour être capable d'évaluer les tendances. Elle peut être disponible, si vous voulez, là, juste m'aviser, on peut vous l'envoyer. 21 % des consommateurs ont augmenté leurs achats locaux. 65 % désirent s'alimenter avec les produits locaux, mais ils ne sont pas nécessairement prêts à payer plus. Il y a deux freins en réalité. Le premier, c'est qu'ils ne savent pas si c'est produit au Québec. Puis le deuxième frein, c'est qu'ils veulent le maximum qu'ils veulent payer de plus, c'est 5 %. Au-delà de 5 % on va aller chez Costco, puis on va aller chez Walmart. Oui? Fait que la dynamique, là, elle est là. Pas une petite anecdote, mais petite donnée. Quand on parle d'achat local, les citoyens, c'est pas très clair dans leur tête. Est-ce que c'est une matière première? Est-ce que c'est transformé chez nous ou est-ce que c'est vendu chez nous? Bien, la réponse, c'est transformé chez nous. C'est ça pour un Québécois. Si le produit est transformé chez nous et vendu dans un Walmart, c'est de l'achat local. Mais si c'est un produit d'ailleurs vendu dans une boutique locale, ce n'est pas de l'achat local. Fait que prenez le temps de bien définir votre politique d'achat local. Vous allez marquer des points. Si on poursuit, la relance économique, oui, elle doit favoriser l'achat local, mais elle doit aussi être durable. Une relance économique, ce n'est pas suffisant. Les gens souhaitent qu'il y ait un impact positif sur l'environnement. Et là,
vous voyez la montée des jeunes électeurs milléniaux qui poussent sur l'environnement, sur l'équité, sur l'éco-responsabilité. Vous avez cette génération-là. Et ce qui est nouveau au Québec aujourd'hui, en mai 2021, c'est que les milléniaux sont majoritaires. C'est important de le saisir. Depuis 50 ans, les baby boomers imposent les valeurs à la société parce qu'ils étaient les plus nombreux et les plus riches. Ce n'est plus vrai. Les milléniaux sont maintenant les plus nombreux, sont plus éduqués, il y a un transfert de richesse qui se fait et en même temps, ils sont plus technologiques. Le pouvoir est en train de changer de main. Comprendre les milléniaux, c'est comprendre vers quoi le Québec s'en va. Et donc, oui, la relance économique, elle est là. Pour les gens âgés, c'est maintenir la sécurité financière. Pour les jeunes, c'est réussir financièrement. Petite donnée pour le plaisir, on a posé la question aux baby boomers quand ils avaient 20 ans. 45 disaient l'argent est important dans leur vie parce que, vous savez, si on a de l'argent, c'est péché. C'est notre vieux fonds catholique pour les baby boomers quand ils avaient 20 ans. Les X à 20 ans, c'était 55 Les milléniaux, c'est 75 qui disent que l'argent est important. Donc, l'argent a une connotation de plus en plus importante et en parallèle, l'environnement est aussi un facteur important. Quand vous parlez de relance économique durable, vous travaillez sur les 2 points les plus importants pour votre électorat et surtout les milléniaux. Et les milléniaux, ceux qui disent ils ne vont pas voter, c'est pas important. Non, non, non. Les milléniaux créent une dynamique de campagne, créent une tendance de campagne. Je l'ai vu avec Jack Layton quand il a passé à travers l'autre. Je l'ai vu avec Justin Trudeau quand il a monté dans les sondages. Les jeunes créent le mouvement. Ce n'est pas parce qu'ils votent à la fin, mais ils influencent le reste de la génération. Et le fait qu'ils soient plus nombreux, ils imposent maintenant leurs valeurs à la société de plus en plus. Si on poursuit, troisième facteur, celui de l'environnement. Donc, relance économique, achat local. Troisième facteur, c'est celui de l'environnement. Là, l'environnement, c'est plus que des mots, là. Parce que pour notre génération, c'est des beaux principes. Pour les jeunes, la jeune génération, c'est des actions concrètes. Donc, ce qu'ils veulent, c'est qu'on protège les milieux humides, les milieux naturels, la qualité de l'eau. Ça, c'est très variable parce qu'il y a des villes où ça va très bien, des villes où ça va très mal. Forcément, la qualité de l'eau, c'est majeur. Un des constats que j'ai fait au fil des années, c'est que dans les municipalités, vous devez offrir des services de base de qualité. Vous avez beau parler de tout le reste, là, si les services de base ne sont pas là, les gens n'écouteront pas et vous allez vous faire battre. Si les services de base sont là, vous ne gagnerez pas plus, parce que ça, c'est de l'acquis pour les gens. Il faut être capable de donner le plus. Et quand on arrive dans le plus, on arrive dans la relance économique, on arrive dans l'environnement, la relance économique durable, mais on arrive aussi dans la communication vers l'électeur. Il ne s'agit pas que vous soyez bon. Il faut que l'électeur le sache que vous êtes bon. Et ça, il y a du travail à faire, je vais en parler tout à l'heure. Donc, si on poursuit, intégrer toute la notion des changements climatiques au discours. Oui, c'est quelque chose qui a l'air loin, mais qui se rapproche de plus en plus des gens, notamment durant la pandémie. Il faut être capable que son discours soit adapté à cette nouvelle réalité-là. Construire et rénover plus vert, adapter les aménagements urbains, le verdissement. Avant, c'était du wishful thinking, excusez l'expression, mais c'était une perception, il faut parler d'environnement. Là, ça a de l'impact. L'électeur qui va rentrer dans l'isoloir, qui va mettre un X, là, l'environnement va avoir de l'impact sur son vote à la fin. Fait qu'il faut être capable de bien positionner non seulement le discours, mais les actions autour. Investir dans le transport collectif, j'y arrive parce que c'est la 4e corde. Là, forcément, c'est variable parce qu'il y a des municipalités qui offrent un bon transport, d'autres pas du tout. Fait que forcément, l'importance peut monter si le transport n'est pas bon. Mais le transport, regardez la question qu'on a posée. Est-ce que c'est plus important d'ajouter de nouvelles voies de transport ou d'améliorer les transports en commun? Près du 2/3 vont dire le transport en commun. Et forcément, c'est dans toutes les villes. Milieu urbain en premier, 69 quand vous regardez la colonne milieu urbain. Dans les banlieues, à 60 milieu rural, un peu moins important, à 51 mais ça demeure majoritaire. Le transport est un enjeu majeur. Vous le savez depuis longtemps, c'est pas facile d'améliorer le transport en commun, bien, ça demande des investissements majeurs et c'est une priorité quand même de votre électorat. L'accès au logement, 5e priorité. C'est un peu bizarre comme thème, l'accès au logement, parce que, oui, vous pouvez intervenir, mais jusqu'à quel point? Les lecteurs pensent que vous êtes des magiciens, que vous êtes capable de tout régler leurs problèmes quotidiens parce que vous êtes le seul à qui on peut parler. Parce que quand tu es député provincial, tu es loin, puis quand tu es député fédéral, tu es encore plus loin. On a de la difficulté à leur rejoindre. Vous, là, vous faites partie du quotidien. Fait que même cet élément-là devient un enjeu majeur, l'accès au logement.
parce que les gens, forcément, ont de la difficulté à payer leur logement. Ils veulent, puis le fait qu'ils l'ont vraiment habité au cours des derniers mois, les gens estiment que les villes ne font pas suffisamment d'efforts. C'est ça le taux qui est devant vous, 33 suffisamment, 67 pas suffisamment. Pas suffisamment d'efforts pour lutter contre les changements climatiques. Pas suffisamment d'efforts pour assurer la relance économique. Informer les citoyens, on a des taux plus acceptables et offrir des activités culturelles plus acceptables. Mais on voit que sur les 3 premiers, qui sont leurs priorités, on a du travail à faire en moyenne au Québec. Si on poursuit maintenant la 6e corde sensible sur la taxation, là, il y a un élément. L'expression qui est là, à mon avis, est importante pour vous de saisir, parce que les adversaires sont souvent injustes, manipulent souvent l'information. Et la taxation est en 6e position parce qu'elle ne permet pas de gagner une élection, mais elle peut vous faire perdre. Parce que c'est certain qu'étant donné la priorité économique des gens, l'adversaire va dire « Moi, je promets une baisse de taxes. » Vous savez que ça va arriver. Il faut se préparer en conséquence, parce que c'est facile de promettre une baisse de taxes, c'est pas facile de la réaliser. Quand on regarde le taux de taxation, vous voyez là, acceptable 63 inacceptable 37 Donc, pour 63 des électeurs, le niveau est acceptable, mais c'est le 37 qui est inquiétant. Fait que l'opposition va travailler avec cette clientèle-là en disant « Je vous promets de baisser les taxes ». Il faut être capable de répondre à ça. Mais on ne peut pas répondre sur la notion de baisser de taxes. Il faut répondre plus par des actions économiques que la Ville permet. Ce que j'appelle la technique Jean Drapeau. Mon père était un ami de Jean Drapeau. Jean Drapeau, ce qu'il faisait, il se faisait accuser. Vous n'êtes pas bon pour l'environnement, vous permettez des bâtisses à se construire ici, puis ça détruit des arbres. Il ne répondait pas. Le lendemain, il plantait 1000 arbres. La réponse est ailleurs, parce que cette là, c'est le point faible actuellement, à mon avis. Pour vous, c'est difficile dans une campagne électorale de travailler contre des démagogues. C'est difficile. Fait qu'il faut être capable de préparer le terrain sur d'autres actions. À quoi sert le dollar investi dans les municipalités? Maintenant, ils sont même prêts à investir. Ça, là, ce serait plus pour après la campagne électorale. Ils sont même prêts à investir s'ils étaient persuadés que ça s'en allait au bon endroit. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils se disent « J'augmente mes taxes, puis ça s'en va partout. » Hein? Ils veulent être sûrs que ça s'en aille au bon endroit. Plus d'espace vert, améliorer le transport en commun, améliorer le système de recyclage. C'est là où on est prêt à investir plus si on me confirmerait qu'effectivement, l'argent irait aux bonnes places. Là, je ne dis pas qu'il faut augmenter les taxes, c'est catastrophique dans une campagne électorale. D'ailleurs, par expérience, pour un électeur, il aimerait ça avoir des élections à chaque année, parce qu'il n'y a jamais d'augmentation de taxes quand il y a une année électorale. Pour les taxes, les gens sont sensibles. Donc, c'est une position défensive. Vous ne gagnez pas des points, mais vous pouvez en perdre sur la taxation. Donc, deux éléments à rajouter ici. Un élément majeur, c'est que 81 de vos citoyens sont fiers de la Ville. Le niveau de fierté est élevé. On est fiers de ce que vous avez accompli durant la pandémie. On est fiers de la majorité des élus municipaux. Ils sont fiers de ce que vous avez fait. Par contre, ce qui n'empêche pas qu'il y a le quart de vos citoyens qui veut déménager. Et ça va être un problème que vous allez voir au cours des prochaines semaines, particulièrement quand vous regardez au niveau à droite, au 27 dans Montréal, 31 veulent déménager. Le tiers des gens qui habitent à Montréal aimeraient ça déménager. Certains, c'est pour rester à Montréal, mais beaucoup pour sortir en banlieue. La pression va continuer au cours des prochaines semaines. Tant que le niveau d'inflation et des taux d'intérêt n'augmenteront pas, il y a une pression à déménager avec laquelle vous allez devoir composer. Là où on déménagerait le moins, c'est dans la région de Québec, RMR, alors que dans le reste du Québec, c'est à 25 Bon, c'est beaucoup d'informations à court terme. Là, moi, j'ai 15-20 minutes là, pour présenter ces données-là. Mais comme maire, vous êtes habitué à en prendre. Vous savez, votre métier, c'est comme le mien, c'est un numbers game. Les chiffres, là, ça ne ment pas, un chiffre. Et si on continue maintenant, ça, c'est la donnée qui me fait le plus peur aujourd'hui. Je fais une conférence il y a 2 mois auprès des municipalités. Je dirais, vous savez, il y a une prime à la stabilité. Attendez, une prime à la stabilité. Parce que tous les gouvernements qui ont été en élection se sont fait réélire. Au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, même au Yukon. Hein, ils se font réélire parce que les gens veulent de la stabilité. Et là, on voit que ça commence à bouger. Regardez le résultat en 2017. Il y avait 40 à veille de l'élection de 2017, 40 des maires que les citoyens souhaitaient que le maire reste en place, 29 un changement. Là, c'est la première fois depuis 10 ans que ça monte, la notion de changement. Actuellement, en 2021, 33 disent qu'ils devraient demeurer sur place, 37 devraient changer la mairie. Essentiellement, là, vous cognez à 3 portes dans votre municipalité. Il y en a un qui dit « Je veux que vous restiez ». Il y en a un qui dit « Moi, j'aimerais un changement ». Puis il y a un tiers qui ne le sait pas encore. Son opinion n'est pas faite. Là, donc, il faut se méfier de cette volonté de changement.
Vos deux adversaires actuellement, c'est la volonté de changement et la taxation. Ne battez pas contre des concurrents, là. L'électeur, il se fout de l'opposition. Sa préoccupation, c'est est-ce que je vote pour toi ou pas? Je l'aime-tu, mon maire, ou pas? C'est ça sa préoccupation. Moi, la concurrence, je ne m'en occuperai pas. Sauf que je m'occuperai du contenu. La notion de changement. Votre équipe doit être renouvelée. Ça prend plus de femmes, ça prend plus de minorités, ça prend plus de jeunes, ça prend plus de gens différents dans votre équipe pour démontrer qu'il y a un changement et que c'est un changement au goût du jour. Et ça, si vous n'incarnez pas le changement, vous êtes en difficulté. C'est l'élément clé derrière ça. Et le message final de ce que je vous ai dit, il y a deux éléments. Les cordes sensibles, les 6 cordes sensibles. Donc, votre programme électoral, il est écrit. Il est là. Répondez à ça parce que la personne de l'autre côté veut avoir ces réponses-là. On n'imprime rien sur une feuille qui tremble. Actuellement, l'électeur tremble. Il faut être capable de prendre le temps de le dire, de le sécuriser. Et il y a besoin de réponses sur ça. Il veut que le maire représente une relance économique durable, équitable, inclusive. Il veut une infrastructure favorisant l'épanouissement de l'achat local. Il veut une meilleure qualité de vie et un environnement plus sain. Il veut un transport collectif plus fréquent et performant. Puis j'oserais dire transport actif. Il veut un meilleur accès à la propriété pour tous les types de budgets. Il veut une taxation juste. Taxation juste, c'est par rapport à ce que le voisin paye ou par rapport à la personne de l'autre ville d'à côté paye. Ça, là, vous avez ici les 6 ingrédients de la victoire électorale. Et je terminerai cette présentation, je répondrai aux questions après, quelques autres éléments que je vous réserverai plus tard. Une élection municipale, ça ne se gagne pas en novembre, ça se gagne en juin. C'est en juin qu'on est capable de voir si la tendance est partie ou pas. C'est majeur, ça, parce que c'est en juin que les candidats d'envergure décident ou pas de se présenter. Si vous êtes fort et solide, les gros candidats ne se présenteront pas. Ils n'iront pas chercher le financement nécessaire. Ils n'iront pas chercher les candidats nécessaires. Au moment où on se parle, là, il y a plein d'équipes au Québec qui réfléchissent. Est-ce que je me présente en campagne? Parce que tout le monde se sent investi d'une mission pour sauver le monde. Hein? Puis les gens autour leur disent « tu serais tellement bon comme maire ». Ça, c'est ce qui se passe dans la réalité quotidienne. C'est en juin là, que ça se passe. Après cette conférence-ci, là, il faut que vous soyez préparés, même si vous pensez qu'il n'y a pas d'opposition. Il y a une volonté de changement avec laquelle vous allez devoir composer. Le vent est dans la face, il n'est pas dans le dos. Là. Fait qu'il faut faire des gestes, puis c'est en juin que vous décidez. Quand le candidat sait que quand votre adversaire sait que vous êtes trop fort, il n'ira pas. Puis là, vous allez avoir des candidats de deuxième niveau avec une mauvaise équipe, avec un mauvais financement. Ça, là, ça se décide en juin. Mais vous ne le voyez pas. Vous vous en apercevez en septembre. Et c'est pour ça que je dis, ça se gagne en juin, mais ça se perd en septembre. Parce que si vous n'avez pas réussi à ramasser le mouvement au mois de juin ou à casser le mouvement d'adversaire, en septembre, c'est parti. Moi, j'ai vu dans ma carrière des bons maires se faire planter en novembre. Comment ça se fait? Parce qu'à partir de septembre, ça part. Puis là, il perd 3 points, il perd 4 points, il perd 5 points. Et les sondages, ça demeure du jello à ce moment-là. Parce qu'on ne le voit pas vraiment. On sent un peu le mouvement. D'un coup, ça part. Puis là, on se dit, ah, c'est pas vrai, il va revenir. Puis le taux de satisfaction est élevé. Puis tout d'un coup, le jello prend. Et ça, c'est dans le dernier week-end. Où là, tout d'un coup, le lecteur dit, oh, finalement, c'est pas là que ça se joue. Ça s'est joué en juin. C'est parti maintenant. Fait que ce que j'espère, c'est quand vous allez terminer cette journée-là des assises, la campagne électorale, c'est maintenant. Les maires ont fait un travail extraordinaire. C'est à vous maintenant d'en prendre avantage. Sinon, ce sera les autres qui le font. Parce que l'électeur est exigeant. Avant, il pouvait faire un choix entre un et l'autre. Aujourd'hui, il veut de tout. Il veut une taxation faible, une relance économique, les 6 éléments que j'ai mentionnés, là, il veut tout ça. Fait que c'est à vous d'être prêt pour répondre à la volonté de l'électeur. Parce qu'en bout de ligne, là, c'est l'électeur qui décide. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai presque envie de dire un maire averti en vaut deux. Parce que là, franchement, si on écoute tous les préceptes, toutes les idées de ce sondage, on a quand même des bonnes manettes pour prendre les bonnes directions. Là, je vais vous inviter, chers participants, à écrire vos questions. Il y a une boîte, je pense que c'est en haut à droite, sur la plateforme où vous voyez soit poser votre question ou soit un point d'interrogation. En fait, c'est là que vous pouvez écrire votre question. Moi, je vais les lire sur l'écran dans quelques instants au fur et à mesure qu'elles vont arriver. On a une vingtaine de minutes à peu près pour la période de questions, donc ne soyez pas frustrés si jamais votre question n'est pas posée éventuellement. Alors, en attendant la première question des participants, j'ai mes propres questions. Cher Jean-Marc Léger. De façon générale, Jean-Marc, est-ce que la pandémie a changé la perception des citoyens envers leur municipalité? Oui, puis ça a pris un certain temps.
mais le niveau d'exigence est de plus en plus élevé. Les gens sont stressés personnellement, ils vivent une vie difficile. Fait que forcément, ça prend un coupable. Il y a un des gouvernements qui va manger une volée. Ça prend un coupable. Puis le problème, c'est que vous risquez d'être le premier en élection, à moins que le fédéral y soit avant. Cette frustration-là va sortir. Mais c'est à vous de canaliser l'énergie au bon endroit. Parce qu'être capable de répondre à sa préoccupation avant que lui-même l'ait exprimée. C'est un peu ça l'esprit des 6 clés que je vous ai présentées aujourd'hui. Les Québécois changent. On ne sera plus comme avant, c'est sûr. Mais il y a 2 éléments. C'est que d'un côté, on est plus exigeant, mais d'un autre côté, on croit moins à l'institut démocratique qui sont les élections. Alors ça, c'est un phénomène qui vient des États-Unis, mais qui arrive ici, là. Fait que le niveau de participation risque d'être faible, puis ça va être les chialeux qui vont aller voter. Fait qu'il y a beaucoup de travail pour gagner la prochaine élection. Mais il vaut mieux le savoir avant. Moi, je me rappelle, une petite confidence, d'avoir parlé à Denis Coderre 3 semaines avant l'élection en disant « Regarde, c'est terminé, là. Si tu continues dans le même élément, tu vas perdre des élections. Hein? » Parce que quand c'est parti une tendance, c'est plus arrêtable. Tellement vrai. Tellement vrai. Dans les 2 directions, d'ailleurs. Dans les 2 directions, quand exact. Part, mais quand on a le vent dans le dos en politique, c'est fantastique. On se souvient de Jack Layton, quand il était passé à Tout le monde en parle. Pouf, grosse vague orange au Québec. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on peut s'attendre quand même à une plus grande participation ou moins de participation? Non, moins de participation. Les facteurs de participation sont nombreux. Il y a une dynamique électorale, c'est-à-dire s'il y a vraiment 2 candidats serrés, là, le niveau de participation va augmenter. L'avantage des maires, c'est d'avoir plusieurs adversaires. Hein, c'est que, moi, à 1 contre 1, des fois, ça peut être difficile quand la volonté de changement est faite. À 1 contre 2, ça vous donne un avantage certain. Mais il y a une chose importante, c'est que les gens évaluent votre travail à vous, pas celui de l'opposition. L'opposition, il fait juste canaliser les insatisfaits. Souvent, les maires se préoccupent de la concurrence. Non, non, faites votre travail, parlez à l'électeur. C'est ça qui est le plus important. Les concurrents peuvent dire n'importe quoi. Si votre lien est important avec l'électeur, il ne sera pas capable de convaincre. Et ça aussi, c'est très québécois. Au Québec, on vote pour les gens, avant les partis, avant les institutions. Alors qu'en Ontario, j'ai fait cette présentation-là en Ontario avec d'autres données, l'élément majeur, c'est les institutions. Les gens votent parce que ça fait 30 ans qu'ils votent le même parti, puis c'est un parti solide que je crois. On vote d'abord sur les institutions avant les gens. Ici, c'est une connexion qu'il faut avoir avec l'électeur. Jean-Marc, une question d'un participant, Denis Martin, qui demande l'impact des réseaux sociaux, difficile à contrôler. Oui, ça, c'est un phénomène nouveau, forcément, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas trop être sensible sur les médias sociaux. C'est un exutoire. Une population qui est frustrée, qui est stressée, qui a besoin d'un coupable, forcément, vous êtes en première ligne, c'est là, ça va. Mais les médias sociaux ne représentent pas l'ensemble de la population. La clé dans les médias sociaux, c'est de se bâtir des ambassadeurs. Ça vous prend 3 ambassadeurs contre un dénigreur. Et cet ambassadeur-là, s'il est dynamique, c'est à lui de répondre à ça. Essayez d'attaquer Julie Snyder sur les médias sociaux. Vous allez voir que tous les ambassadeurs du Snyder vont vous ramasser, puis là, vous allez vous calmer. C'est que c'est pas l'important, c'est pas vous, c'est que ça prend des gens que vous formez, que vous informez, puis s'assurer que ces gens-là répondent ces médias sociaux. Et inonder les médias sociaux de bons messages. C'est la seule manière de vous faire répondre, mais pas pour les convaincre. C'est pour empêcher que les tendances se partent que la tache d'huile négative s'en va dans votre municipalité. Fait que forcément, c'est une approche plus négative. L'approche positive, c'est la clé, c'est d'utiliser les médias sociaux en fonction de ce qu'ils sont. Et sur Twitter, tu n'utilises pas de la même manière que sur Facebook, sur Instagram. Parce que Twitter, c'est de la critique pure. Facebook, c'est un peu plus large, un peu plus facile. Il y a moins de critiques sur Facebook. Fait qu'il faut être capable d'avoir un message différent et adapté à chacun des médias sociaux. C'est incontournable, les médias sociaux, puis ça doit renforcer votre message. Vous savez, les médias sociaux, souvent, on y accorde beaucoup d'importance dans une campagne, oui. Mais dans l'isoloir, ça n'a pas tant que ça. Non, puis je dirais des fois aussi, il faut résister au besoin de répondre. Des fois, le silence est d'or. Donnez-vous 24 heures, Marie-Claude, tu as tellement raison. Oui, parce que des fois, là, exact. Et qu'on aurait le goût de répondre tout de suite. Doreen Assad demande, Jean-Marc Léger, d'abord, commentaire, merci, très intéressant. Est-ce que les statistiques sont les mêmes pour les grandes municipalités que celles qui sont en région? Tout ce que j'ai présenté, essentiellement, là, forcément, c'est à peu près les mêmes. Les gens de petites municipalités sont plus critiques. Les gens qui habitent dans les grandes municipalités sont plus critiques. Entre les deux, sont plus sympathiques. Hein? Fait qu'il y a vraiment une variation en fonction du nombre d'électeurs dans chacune. Mais globalement, là, chacune des statistiques à 3, 4, 5 points près, là, c'est à peu près les mêmes. Les conclusions sont les mêmes. Forcément, il faut s'adapter. Quand on gère Montréal, c'est pas la même chose que gérer Gaspé, là, bien sûr. Il faut s'adapter à la réalité. Mais ça vous donne le portrait global de l'électeur.
Bien. Petite question de moi-même en attendant d'autres questions des participants. Gênez-vous pas pour écrire, n'est-ce pas? On est là ici pour répondre à vos demandes en vue des élections qui s'en viennent très, très vite et qui sont bien particulières cette année, je le répète. Un des freins à la relance économique, Jean-Marc, c'est certainement le manque de main-d'œuvre. On en parlait beaucoup, beaucoup bien avant la pandémie. Mais là, est-ce qu'il va falloir changer les quotas d'immigration? Puis là, excuse-moi, mais je ne peux pas m'empêcher de faire une allusion pas juste des immigrants à 56 000 par année, là. Oui, un immigrant, ce n'est pas un chiffre, hein. C'est une personne, c'est un humain. Mais ça, là, c'est un enjeu majeur. On est aujourd'hui au mois de mai. À la fin de la pandémie, les difficultés de recrutement de main-d'œuvre vont décupler. Parce que l'économie va repartir, là, mais c'est surtout que les employés vont être très mobiles. Là, actuellement, ils sont sages, gardent leurs emplois, mais au mois de septembre prochain, vous allez avoir un impact majeur sur les salaires des employés qui vont être plus exigeants, puis sur la mobilité des employés qui s'en vont ailleurs. Par exemple, si vous avez un millénial, là, 1 sur 2 pense à quitter son emploi. Vous avez beau faire ce que vous voulez, là, parce que lui, il cherche un nouveau défi. Ils sont difficiles à stabiliser. Et ça a un impact partout dans les différentes organisations. Fait que c'est aujourd'hui qu'il faut être capable, si j'avais une politique salariale, c'est aujourd'hui qu'il faut être capable de la traduire puis de signer des ententes avec vos employés, parce qu'en septembre prochain, ça va être de plus en plus difficile. Dans le contexte... Ah, une question du public. J'allais poser la mienne, mais ça peut attendre. Je pense que les participants sont... Je veux vraiment laisser la place aux participants. Daniel Champagne nous demande, est-ce que les radios d'opinion et les médias ont une réelle influence sur l'électorat? Là, j'aurais le goût de dire, ça dépend de la ville, mais je vais vous laisser répondre. Ça dépend s'ils ont raison ou pas. C'est un amplificateur. S'ils touchent à quelque chose de vrai, puis ils l'amplifient, ils vont marquer des points. S'ils disent quelque chose qui n'est pas vrai, l'électeur a un détecteur de bullshit. Ils comprennent que ce n'est pas vrai. C'est du bruit de fond. Ça ne les atteint pas. Fait que souvent, on y accorde beaucoup d'importance. La question, c'est que s'il dit quelque chose qui est vrai, puis une erreur qui a été faite à la municipalité, puis il en donne une proportion plus grande, c'est là qu'ils deviennent dangereux. Voyez ça comme des amplificateurs. À l'inverse, c'est ça. Ça vous prend des gens de votre côté qui amplifient le message. De l'autre côté, que ce soit des médias sociaux, des radios ou autre. Là, le message, c'est la question de la communication, là, c'est une bataille permanente. Mais ça s'appuie sur la vérité. Tu ne peux pas mentir à l'électeur longtemps. Hein? C'est pas possible. Excuse-moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à un certain président américain. Oui, mais ça, c'est un phénomène. Parce que, c'est autre chose. Oui, pour Donald Trump, le problème, c'est qu'il prend une réalité du citoyen puis il la récupère. Mais il y a une réalité du citoyen qui est frustré, pas entendu, qui n'aime pas Washington, que les démocrates ne sont pas capables de répondre. Fait que c'est plus que le personnage. C'est globalement, si c'est vrai sur le fond, la radio va faire du millage. Si ce n'est pas vrai sur le fond, elle ne fera pas de millage. Bien. Une autre question d'un participant, Yves Montigny, qui demande, en politique municipale, Jean-Marc Léger, il y a beaucoup plus de candidats indépendants. Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage dans une ville moyenne en région? Non, moi, je pense que plus la ville grossit, plus ça prend des équipes parce qu'il faut que le message soit coordonné. Si le message s'en va dans toutes les directions de la municipalité, c'est pas facile. Fait que quand tu as des indépendants qui ne font pas partie d'une équipe, le message n'est pas coordonné, puis la conséquence, c'est que ça s'en va un peu partout. Fait qu'il faut être capable de coordonner le message. Dans les petites municipalités, les gens aiment moins ça des équipes. Il y a mieux des gens qui sont indépendants. Mais là, plus vous avancez, plus la municipalité devient grande, plus ce que les gens veulent sentir, c'est qu'il y a un esprit d'équipe. Un des pires éléments pour une équipe, c'est de la chicane. À tous les niveaux politiques. Quand il y a de la chicane, l'électeur ne comprend pas pourquoi, mais il sait qu'il n'aime pas ça. Quand il y a de la chicane dans une municipalité, ça, c'est très difficile. C'est pour ça que la notion d'esprit d'équipe, la notion de travailler ensemble, la notion d'éliminer les conflits, c'est un message qui rejoint les gens. On parlait de vérité tantôt, j'ai une petite phrase. En politique, là, c'est important de dire juste la vérité. C'est majeur. C'est important de dire juste la vérité tout le temps. Pas nécessairement toute la vérité. Toute la subtilité est là. Hein? Mais le lien que vous établissez avec l'électeur est important. Puis plus l'électeur est jeune, plus il demande cette authenticité-là, cette transparence-là de votre part. Régis Labombe est un bon exemple. Hein? C'est un bon exemple qui a évolué comme maire. Vous savez, il y a un sentiment de l'électeur envers Régis Labombe qui est puissant parce qu'il a réussi à connecter. Les gens, ils font confiance. Hein? Parce qu'en bout de ligne, c'est ce sentiment-là qu'il faut que vous laissez à l'électeur. Bien. Nathalie Lassalle demande, en temps de pandémie, Jean-Marc Léger, quel est le meilleur média pour se rapprocher des citoyens? Le média, c'est important, mais je trouve que le message est plus important. Il faut être capable de dire les bonnes choses. L'important, c'est pas de frapper fort, c'est de frapper juste. Fait que si vous frappez juste, vous allez avoir une résonance dans la population. Vous allez avoir même les médias sociaux qui vont le faire tout seul. Fait que le média, oui, est important, mais je dirais que c'est multimédia.
parce que vous allez attraper des gens plus âgés, des plus jeunes, défendant des médias que vous utilisez. Le journal local, par exemple, c'est fantastique. Souvent, on a tendance à le mettre de côté et à parler des médias sociaux. Un journal hebdomadaire local, ça a un taux d'incidence élevé. C'est près de 90 des gens qui le lisent, contrairement à ce qu'on pense. Et le plus important de tout, il dure 5 jours chez le ménage avant qu'il le jette. Ce qui n'est pas le cas du quotidien, puis ce qui n'est pas le cas de la radio. Hein. Quand c'est parlé, on l'a oublié. Alors qu'il reste là. Si vous faites la première page du journal local, c'est extrêmement puissant. Fait que oui, on parle de médias sociaux, mais n'oubliez pas l'impact de votre journal local. Tout à fait. Sylvie Gagnon-Breton demande, est-ce qu'on doit annoncer si on revient en politique ou pas au mois de juin, ou c'est mieux d'attendre? Ah, moi, ça coffre. Ce que je vous dis, là, c'est juin que ça se joue. C'est juin que ça se joue. Si vous ne l'annoncez pas, il y a plein de gens qui vont penser que vous n'y allez pas. Et c'est là le problème. Et si vous l'annoncez, ces gens-là qui ont déjà commencé à s'organiser, qui ont déjà demandé à des amis de financer la campagne, qui ont demandé à des gens de se présenter, ils n'arrêteront plus. Fini, ils vont y aller. Fait que les gros candidats, il faut qu'ils aient peur de vous. Une des techniques que les gens utilisent, c'est qu'ils font un sondage et ils le publient. Bon, là, c'est ma petite partie publicitaire, là, mais l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est que s'ils pensent que vous êtes fort, il n'ira pas. Du moins, les candidats d'envergure n'iront pas. Les petits candidats, ils vont y aller. Vous allez toujours avoir de l'adversaire. Il y a toujours quelqu'un qui se pense meilleur que vous. Ça, c'est normal. Ça fait partie de la politique. Moi, je viens d'une famille politique. Vous savez, je connais ça dans de moi. Là, mais ce qui est certain, c'est que juin, il faut l'annoncer rapidement. Excellent. Josette Allard-Gignac nous demande, les campagnes précédentes étaient axées sur les rencontres citoyennes, le porte-à-porte, rencontres dans des rassemblements, etc., etc. Pour cette campagne, quelle stratégie devrait-on favoriser? C'est certain que chaque client... je vais le prendre à l'envers. L'important, c'est de cibler. Ça, là, moi, je suis un expert marketing, là. Il faut cibler. À quelle clientèle je m'adresse? Est-ce que je m'adresse aux gens de 35, 55 ans qui sont propriétaires dans tel quartier? La réponse, c'est ça. À partir du moment que vous avez votre cible, après, la stratégie s'établit. Est-ce que je vais les rejoindre au porte-à-porte? C'est toujours fantastique de faire du porte-à-porte. Ça, là, je sais que les élus n'aiment pas ça. Tu sors dehors, tu cognes à la porte. Le problème du porte-à-porte, c'est qu'il faut le faire très, très tôt pour que ce soit efficace. Plus vous avancez dans la campagne, plus vous avez l'air opportuniste. Un bon porte-à-porte, ça se fait au mois de juin, quand l'électeur ne pense pas encore à l'élection. Puis vous allez le rencontrer, il trouve ça agréable de vous rencontrer. Quand tu le rencontres au mois de septembre, là, ah, tu viens juste chercher mon vote, on ne t'a pas vu pendant 4 ans. Il faut bien gérer le porte-à-porte. Mais votre réflexion de la stratégie électorale part de la cible. Il faut que vous soyez capable de segmenter votre clientèle en 2, 3 groupes majeurs. Que votre promesse électorale, que votre stratégie électorale soit enlignée là-dessus. Et à partir de là, le message, il va passer. Le bon message, à la bonne personne, au bon moment. Et si le porte-à-porte coïncide par hasard avec un petit déconfinement, les gens vont être de bonne humeur. Oui, exactement, parce que l'autre facteur aujourd'hui sont en maudit, là. Mais en septembre prochain, la dynamique va changer, ça change tellement vite. Oui. Mais comme je dis, il y a une frustration qui va sortir quelque part. C'est pas pour rien qu'on a 30 000 personnes qui ont été dans les rues à Montréal contre le masque. Dans la vraie vie, parlez-leur un par un, c'est pas tous des complotistes, c'est pas vrai. C'est du monde qui sont frustrés, ça sort quelque part. Fait qu'il faut les comprendre aussi. Pas les complotistes, là, je parle, mais il faut comprendre cette frustration-là. Elle doit sortir quelque part. Assurez-vous qu'elle sort contre votre concurrent, non pas contre vous. Simplement. Bon, oui, en effet. Il reste 5 minutes à la période de questions. Jean-Guy Dubois nous demande le rôle politique des élus versus la gestion administrative en raison de la pandémie. Est-ce qu'il y a des changements à intégrer? C'est certain que vous avez parlé un peu plus tôt d'expérience client. Les gens sont aussi exigeants envers vous qu'ils le sont quand ils vont chez Walmart. Les gens ne veulent pas attendre sur le site Internet, veulent avoir une réponse immédiatement, veulent être capables de parler à quelqu'un. Le problème, c'est qu'il faut être aussi efficace que les autres, que l'électeur ou le citoyen est habitué. La question pour moi, c'est que le citoyen sente que l'administration est à son écoute et non pas l'inverse. Facile à dire, pas facile à faire. Parce qu'en politique, le plus difficile, ce n'est pas de réussir, c'est de réussir à tous les jours, surtout avec votre administration. Hein? Vous êtes aussi bon que le dernier citoyen qui a appelé à la ville ou qui a contacté la ville. Puis ça, là, c'est important parce que quelqu'un qui est insatisfait a un impact majeur. Avant, en marketing, on disait qu'une personne insatisfaite rejoignait 13 personnes. Avec les médias sociaux, une personne insatisfaite rejoint 150 personnes, alors qu'une personne satisfaite ne rejoint qu'une vingtaine de personnes. Fait que vous imaginez combien de personnes positives ça prend pour contrer quelqu'un de négatif? Fait qu'assurez-vous de régler le problème à la base avant que ça fasse une tache d'huile, comme je disais tantôt
dans l'ensemble de l'électorat. On a le temps de prendre encore une question, peut-être même deux. Daniel Marcotte voudrait savoir, étant donné l'importance des milléniaux, faire l'apologie des bons coups depuis 4 ans pour la Ville, bonne stratégie ou pas? Là, je ne vais pas répondre directement à la question parce que j'ai une diapo après pour répondre à cette question-là, si vous permettez. Mais je vais répondre à une chose sur les milléniaux. Cette nouvelle génération-là elle a 3 préoccupations majeures qui se résument en ceci. Le fun, la foi, le fric. Le fun, c'est qu'elle, là, elle va avoir du plaisir. Il faut qu'il y ait des endroits où elle peut s'amuser. C'est sa première préoccupation. La deuxième, elle doit croire que le maire est éco-responsable, est équitable, est inclusif. Elle a besoin de croire. Puis troisième, il faut que ce soit rentable. Fait que vous soyez dans le public ou dans le privé, là, la nouvelle clientèle, c'est celle-là. Et c'est celle-là qui va imposer ses valeurs à la société. Pourquoi qu'on parle d'inclusivité aujourd'hui? Pourquoi qu'il y a le mouvement wokisme partout dans le monde? C'est parce que les jeunes prennent la place et sont exigeants. Pourquoi on parle plus de changement climatique? C'est pas parce que ça fait plus peur, c'est parce que les jeunes prennent la place. Fait qu'on passe d'une génération baby boomers à cette jeune génération-là qui impose ces débats sociaux, puis c'est pas terminé. Ouais. Fait que pour l'autre question, je garde... En effet, oui, les jeunes ont donc intégré ces notions-là. Intégré, ils vont l'imposer à la société. Voilà. Probablement, peut-être qu'on a encore une autre question, peut-être pas la dernière. Charles Dufour demande, très bonne question, Jean-Marc Léger. Suite à votre commentaire d'un peu plus tôt, est-ce que l'élection municipale risque vraiment d'être en concurrence avec l'élection fédérale? Bon, il n'y a personne qui a l'information là-dessus. Même le premier ministre ne sait pas au moment où on se parle. Mais en termes de probabilité, il est probable que l'élection soit déclenchée en début août pour une élection en septembre. En théorie, ça devrait être avant l'élection fédérale. Et ceux qui prennent pour acquis l'élection du gouvernement libéral, là, non. Mon dernier sondage, c'est 33 les libéraux, 30 pour les conservateurs. Là, ça se rapproche de plus en plus. Ce n'est pas encore clair le résultat de cette élection-ci. Et forcément, cette élection-là va avoir un impact sur le reste. Est-ce qu'il y a une dynamique de changement? C'est le premier qui va aller devant l'électorat post-pandémie, en théorie. Donc, forcément, ça aura un impact. Moi, je la prévois plus tôt que plus tard. Un gouvernement minoritaire a duré en moyenne 18 mois. On a passé ce cap-là depuis longtemps. En théorie, là, il y a une pression énorme pour être en élection en septembre prochain. Les conservateurs, les bloqués ont intérêt à aller en élection. C'est le NPD qui est encore en crise existentielle parce qu'il va en élection, ça peut être un peu plus difficile. Sinon, moi, je prévois que début août, ce sera même les libéraux qui vont souhaiter d'aller en élection avant que le déficit soit tellement pas gérable qu'ils soient obligés de commencer à faire des coupures. Une petite minute avant d'aller à la présentation de la toute fin, Jean-Marc Léger. La plus grande surprise dans ce sondage-là pour vous? C'est la volonté de changement. Parce qu'il y a 3 mois, ce que je disais, c'est que non, les gens veulent de la stabilité. Puis là, la sortie de crise, c'est un élan de changement. Rappelez-vous les années folles, après la pandémie de 1918, il y a un effet d'effervescence qui arrive. Puis là, on veut tout changer, tout bouleverser. C'est bien, là, mais il y a certains maires qui vont risquer de trouver ça difficile. Ouais. Et surtout que souvent, les maires avec qui je travaille ne le voient pas venir. Ils ne veulent pas le voir venir. Parce qu'ils pensent qu'ils ont tellement fait le travail que pour eux autres, c'est facile. Là. On va se faire élire facilement. Non, cette année va être plus difficile qu'en 2017. Il y a eu beaucoup de changements en 2017. La prochaine élection, il va y avoir encore plus de changements. Bon, là-dessus, on s'est gardé un petit 5 minutes pour la fin parce qu'en début de présentation, je disais que certains aspects du sondage pourraient en inquiéter certains. Mais vous nous avez gardé une petite surprise pour la fin, ce que vous avez intitulé les 5 règles. Je suis très curieuse de voir ces 5 règles. Je ne les ai pas vues. Vous savez, il faut être un peu paranoïaque pour faire de la politique. Moi, ce que je souhaite, c'est que vous ayez peur. Mais en même temps, vous avez les ingrédients pour gagner. Parce qu'il est trop tard après l'élection. Moi, j'ai vu toutes sortes de politiciens. J'ai une politicienne dans l'Outaouais, elle avait gagné par un vote. Un vote! Imaginez, pendant 4 ans de temps, elle s'est fait dire par le citoyen, « C'est grâce à moi que tu as gagné les élections. » Les votes, c'est ça. Un électeur, c'est ça, la démocratie. Fait que la question, c'est de créer les conditions gagnantes pour l'électeur, pour être sûr que quand il entre dans l'isoloir, vous avez imposé votre agenda, vous avez imposé votre programme électoral, vous avez imposé votre relation avec l'électeur pour qu'il soit positif. Et j'ai des règles d'or. La première, c'est entendre ce qui n'est pas dit. La deuxième, c'est celle-ci, pour répondre à la question précédente. Les électeurs s'en foutent de ce que vous avez fait depuis 4 ans. Malheureusement, là, c'est ça. C'est de l'acquis pour eux autres. Ils ne votent pas pour un maire en fonction de ce qu'il a fait. Ils votent pour un maire en fonction de ce qu'il va donner. Et ça, il faut bien le comprendre. Oui, ça prend un bilan. Oui, il faut dire que voici les choses que j'ai faites, mais ça ne vous donne pas de vote. C'est bien important de le saisir. Il s'intéresse à ce que vous allez leur offrir au cours des 4 prochaines années. C'est insultant, c'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Le deuxième facteur, c'est celui-ci. L'important n'est pas ce que vous dites, mais ce que l'électeur comprend.
Et c'est rarement la même chose. Parce que l'électeur écoute distraitement. Vous savez, il reçoit tellement d'informations quotidiennement là, que c'est difficile pour lui de prendre position. Qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai? La meilleure façon, c'est quand vous dites quelque chose et quand il y a quelqu'un d'autre qui confirme ce que vous dites. Ça, là, ça a de l'impact. Et que c'est répété le plus souvent possible. Ça, c'est la meilleure façon de le faire. Mais l'électeur est trop distrait aujourd'hui, il est trop dispersé aujourd'hui pour comprendre. Et ça prend du temps pour lui à s'intéresser à la campagne électorale. Et ça, j'arrive à mon facteur. Il y a 3 moments magiques que vous devez contrôler pour gagner une campagne électorale. Le premier, c'est l'annonce. Je reviens en politique ou je me représente. Ça, l'annonce, il faut le contrôler. Et les 48 heures après. C'est-à-dire que toute la communication qui est autour, c'est un effet domino. Il faut être capable de le lancer. L'esprit, c'est est-ce que je suis en équipe? Est-ce que des gens m'appuient? Là, il y a un 48 heures où l'électeur est disponible intellectuellement. Ah! Mon maire se représente. Oh, je suis content. Hein? Ce moment-là est important. C'est un moment privilégié où son cerveau ouvre. Il y a un deuxième moment, c'est au débat. Quand il y a des débats, il n'y en a pas partout les débats, mais ça, c'est un autre moment où les gens peuvent dire, bon, j'attends le débat là, pour avoir mon idée. Pas parce qu'il va assister au débat, parce que souvent, c'est en vase clos, par la chambre de commerce, puis ainsi de suite, là, mais parce qu'il va ressortir des choses du débat. Et là, il faut comprendre, c'est quoi le message que je veux passer. Parce que dans un débat, la question de l'autre a 0 importance. Ce qui est important, c'est ce que vous dites. Hein? Et le ton avec lequel vous le dites durant le débat, mais surtout que gagner un débat, ça n'a pas d'importance. Il faut gagner le débat sur le débat. Et c'est pour ça qu'il faut préparer l'après-débat. Et finalement, les dernières 48 heures. Il y a un phénomène nouveau en politique, c'est que les gens ne sont pas loyaux. Ils sont de moins en moins loyaux. Ils attendent au dernier week-end. À la dernière élection fédérale, 10 des électeurs, 1 sur 10, c'est décidé dans l'isoloir. Dans l'isoloir. Fait que vous, là, il faut accompagner l'électeur qui aille voter, mais il faut aussi investir dans son cerveau quand il va rentrer dans l'isoloir. Parce que ça joue là, une campagne électorale, puis ça joue à quelques dizaines puis centaines de votes. Fait qu'il faut être capable d'être très, très fort en campagne. Fait que si j'avais des investissements médias, ce serait autour de ces 3 événements-là dans une campagne électorale. Puis je veux terminer avec une dernière petite phrase. Les électeurs ne se rappelleront pas de ce que vous avez dit. Ils ne se rappelleront pas de ce que vous avez promis, mais ils se rappelleront toujours de l'émotion que vous leur avez fait ressentir. Puis j'espère que l'émotion que je vous donne aujourd'hui va vous aider à gagner en novembre prochain. Vous êtes avertis, ça va être difficile, mais vous avez tous les atouts pour gagner. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marc Léger. Et oui, on a ressenti les émotions dans cette présentation. Merci à vous tous d'avoir participé à cette étape, cette partie des Assises. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre ce que les Québécois espèrent de vous. Alors, je vous souhaite une bonne continuation, bonne fin de journée. À plus tard.